Tout le monde, dans le village de Kossou, croyait qu'il était un homme de Dieu. Son nom était Eli Quadio, et il était directeur de l'école chrétienne Espoir de la Lumière. Grand, toujours vêtu d'un costume impeccable, une Bible sous le bras, il avait le ton posé des prédicateurs et le sourire rassurant des pères spirituels. Les gens le respectaient, les élèves l'admiraient, et les parents plaçaient en lui une confiance aveugle. Aux yeux de tous, il représentait la droiture, la foi et l'autorité morale. Chaque matin, il traversait la cour de l'école, saluant les élèves d'un geste de la main. Les enfants se levaient d'un seul bloc pour lui dire « Bonjour, monsieur le directeur ». Il hochait la tête, distribuant des bénédictions à qui voulait l'entendre. Aux parents, il parlait de discipline et de vertu. Aux professeurs, il répétait qu'ils étaient les gardiens de la jeunesse. Dans les réunions de prière, il lisait des versets avec une voix grave qui faisait frissonner l'assemblée. Personne n'aurait osé douter de lui. Mais derrière la porte fermée de son bureau, une toute autre réalité se cachait. Ce bureau, vaste et sombre, avec sa grande bibliothèque remplie de livres saints, devenait le théâtre d'horreurs inimaginables. Il appelait ces méthodes des « prières spéciales ». Aux filles qu'il convoquait, il murmurait que c'était une façon de les protéger du péché, de les purifier, de les fortifier contre le diable. Des mots rassurants qui masquaient une réalité monstrueuse. À chaque nouvelle victime, il suivait le même rituel. D'abord, un sourire bienveillant. Ensuite, quelques paroles bibliques sur l'obéissance et la pureté. Puis venait la prière, durant laquelle il posait doucement sa main sur leur épaule, avant de la faire glisser ailleurs, prétextant une bénédiction. Ces gestes devenaient plus insistants, plus intrusifs, mais les filles, naïves, effrayées, figées, ne savaient pas quoi faire. Elles voulaient crier, mais aucun son ne sortait. Leur esprit quittait leur corps, comme pour échapper à ce qu'elles subissaient. Certaines avaient seulement 13 ou 14 ans. À cet âge où l'on rêve encore, où l'on croit au monde des adultes, elles étaient plongées dans une obscurité qu'elles ne comprenaient pas. Quand elles sortaient du bureau, leurs pas étaient lourds, leurs yeux vides. Leur sourire timide avait disparu. Pourtant, personne ne posait de questions. Si une camarade demandait « Qu'est-ce qu'il t'a dit ?», elle détournait le regard et changeait de sujet. Le silence régnait, alimenté par la peur. Peur de ne pas être cru, peur d'être accusé de mensonge, peur de salir le nom d'un homme de Dieu. Car dans le village, Eli Quadio était intouchable. Les parents disaient de lui « Il élève nos enfants comme les siens ». Les pasteurs l'appelaient « un frère dans la foi ». Même les autorités locales le consultaient pour organiser des cérémonies. Mais la vérité était que derrière les portes closes de son bureau, il ne bénissait pas, il brisait. Il ne protégeait pas, il détruisait. Il n'apportait pas la lumière, il imposait les ténèbres. Les victimes gardaient leurs blessures en silence, se consumant de honte et de douleur. Et personne ne voulait voir. Parce qu'il était trop aimé. Parce qu'il était trop respecté. Parce que l'idée même qu'un homme de Dieu puisse commettre l'impensable faisait trembler. Jusqu'au jour où une simple secrétaire, sans prestige ni pouvoir, allait décider de regarder la vérité en face. Dans le village de Kossou, l'école Espoir de la Lumière était une fierté. Les parents racontaient avec orgueil que leurs enfants y recevaient une éducation solide, nourrie de foi et de discipline. Les uniformes bleus et blancs brillaient chaque matin dans la cour, et les chants des élèves montaient vers le ciel comme une prière collective. Au centre de cette harmonie se tenait Eli Quadio, le directeur, que tous surnommaient l'homme de Dieu. Parmi les élèves, il y avait Mariama Koné, une fille de 14 ans, douce et réservée. Elle adorait chanter dans la chorale, toujours avec sa petite Bible serrée contre sa poitrine. Ses parents, de modestes commerçants, la voyaient comme un modèle d'obéissance et d'application. Un après-midi, alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle, un camarade l'aborda discrètement. « Le directeur veut te voir dans son bureau. » Mariama fronça les sourcils, surprise. Elle n'y avait jamais mis les pieds. Le cœur battant, elle frappa doucement à la porte. La voix calme d'Eli Quadio retentit. « Entre, ma fille. » À l'intérieur, l'homme l'accueillit avec un sourire trop gentil. Il lui parla d'obéissance, de tentation, de la pureté que Dieu exigeait des jeunes filles. Il ouvrit sa Bible, lut quelques versets, pria à voix basse. Puis, sans prévenir, il posa sa main sur son épaule, avant de la faire glisser lentement. Mariama se figea, incapable de bouger. Il appela cela une inspection spirituelle. Elle sentit son monde s'effondrer. Quand ce fut terminé, il lui donna un paquet de biscuits et murmura. « Ne dis rien. Personne ne comprendrait. » Mariama sortit, les yeux vides. Personne ne remarqua ce qui venait de se passer, sauf qu'elle ne souriait plus. Le soir, dans son lit, elle pleura en silence. Mais Mariama ne fut pas la seule. Peu après, Aïssata Diarra, Déborah Kwasi, et surtout Khadija Traoré, que tout le monde appelait Kadi, furent convoqués à leur tour. Kadi n'avait que 13 ans. Elle était discrète, toujours sérieuse,
et sa mère travaillait dans le petit restaurant de la femme du directeur. Quand Ellie l'appela devant tout le monde, « Toi, Caddy, viens me voir après la pause », ses camarades pensèrent qu'elle allait recevoir un prix. Mais dans le bureau, elle subit le même sort que Mariama. Lorsqu'elle ressortit, quelque chose avait changé. Elle marchait difficilement, une jambe traînante, son visage livide. Chez elle, sa mère découvrit du sang sur ses vêtements. Horrifiée, elle l'interrogea. En larmes, Caddy avoua que c'était le directeur. Mais au lieu d'un réconfort, elle reçut une gifle. « Tais-toi. Tu sais ce que tu dis ? Monsieur Quadio est un homme de Dieu. » Même son père refusa de la croire. On l'emmena à l'hôpital, où le médecin confirma l'abus. Mais les parents, prisonniers de leur respect aveugle pour le directeur, préférèrent nier. Caddy, brisé, se renferma dans le silence. Pendant ce temps, le village continuait de louer Ellie Quadio. « Quel modèle pour nos enfants », disait-il. Mariama ne chantait plus, Caddy ne parlait plus, mais personne ne voyait. La façade restait intacte, et derrière elle, l'horreur continuait. Un matin d'octobre, alors que les rayons du soleil inondaient la cour de l'école Espoir de la Lumière, Mariama Koné se décida enfin à briser son silence. Depuis des semaines, elle portait en elle un poids trop lourd, une douleur que personne ne voulait voir. Pendant le cours d'informatique, elle griffonna quelques mots sur un bout de papier froissé et le glissa discrètement dans la main de Tanti Mariam, la secrétaire de l'école. « S'il vous plaît, ne m'ignorez pas. Le directeur fait des choses terribles dans son bureau. Pas seulement à moi. » En lisant ces lignes, Tanti Mariam sentit son cœur s'arrêter. Ses mains tremblaient. Depuis 8 ans, elle travaillait aux côtés d'Ellie Quadio. Elle l'avait vu prier, prêcher, encourager les élèves. Jamais elle n'aurait imaginé lire une telle accusation. Mais en regardant les yeux humides de Mariama, elle comprit qu'il ne s'agissait pas d'un mensonge d'enfant. Quelque chose de terrible se cachait derrière les murs de ce bureau. Le soir même, elle retrouva Mariama dans le petit jardin de l'école. L'adolescente hésitait, baissait la tête, mais dans le regard bienveillant de la secrétaire, elle vit une étincelle de tendresse maternelle. Alors, les larmes coulèrent, et les mots sortirent, douloureux, brisés. Mariama raconta tout, les prières spéciales, les gestes déplacés, les biscuits donnés comme monnaie du silence. Tanti Mariam l'écouta jusqu'au bout, sans l'interrompre, le cœur lourd. Cette nuit-là, elle ne ferma pas l'œil. Elle fixait le plafond de sa chambre, partagée entre la peur et la colère. Et si c'était vrai? Et si elle accusait le mauvais homme? Mais si c'était vrai, combien d'enfants avaient déjà souffert en silence? Au petit matin, elle prit sa décision. Elle ne pouvait plus détourner le regard. Les jours suivants, elle commença une enquête discrète. Elle fit une liste de plusieurs filles souvent appelées dans le bureau. Mariama, Déborah, Aïssata, Caddy. Une par une, elle les convoqua pendant la récréation, sous prétexte de remplir un formulaire. Elle leur posait une question simple. Le directeur t'a-t-il déjà mise mal à l'aise? Au début, toutes niaient, rougissaient, détournaient les yeux. Mais Tanti Mariam savait attendre. Elle ne les brusquait pas. Elle leur parlait doucement, leur assurant que rien ne sortirait de cette pièce sans leur accord. Et peu à peu, les silences se fissuraient. Déborah éclata en sanglots. Aïssata murmura quelques mots, à peine audibles. Chacune d'elles portait la même peur, la même honte. En une semaine, 6 filles avaient parlé. Leurs récits se ressemblaient trop pour être inventés. Même geste, même parole, même biscuit donné après l'horreur. Tanti Mariam décida alors de les aider à consigner tout ce qu'elles avaient subi. Elle leur remit de petits carnets, leur demandant d'y noter les dates, les heures, les phrases exactes. « Vos mots seront vos armes », leur dit-elle avec fermeté. Un soir, elle osa consulter les caméras de surveillance de l'école. La plupart étaient éteintes, mais une montrait clairement Mariama entrant dans le bureau du directeur à 15h42 et n'en ressortant qu'à 17h passées. Ce n'était pas une preuve définitive, mais c'était un indice solide. Elle fit une capture d'écran, ajouta les carnets, les témoignages, les mots griffonnés des enfants. Un dossier prenait forme. Assise à son bureau, les yeux fixés sur l'enveloppe qu'elle avait remplie, Tanti Mariam savait qu'elle venait de franchir un point de non-retour. Si elle parlait, elle risquait son poste, sa réputation, peut-être même sa sécurité. Mais si elle se taisait, elle deviendrait complice. Alors elle se leva, l'enveloppe serrée contre elle. Il était temps de porter la vérité aux bonnes oreilles. Le lundi matin, après une nuit blanche à hésiter, Tanti Mariam se présenta au bureau de Madame Kofi Adjoa, l'inspectrice régionale de l'éducation. Elle tenait dans ses mains une grande enveloppe brune, lourde de secrets. Ses pas résonnaient dans le couloir, chaque battement de son cœur l'assourdissait. Elle s'assit, prit une grande inspiration, puis déposa l'enveloppe sur le bureau. « Madame, je dois vous parler du directeur Quadio ?» Intriguée, l'inspectrice ouvrit l'enveloppe. Elle découvrit les carnets des filles, les notes griffonnées, la capture d'écran de la caméra. Chaque page lui arrachait un soupir,
chaque détail la choquait davantage. Quand elle releva la tête, son visage était grave. « Vous avez bien fait de venir ? Ce que vous apportez est trop sérieux pour être ignoré. » En quelques appels, l'affaire prit une tournure officielle. La police et le ministère furent alertés. Tout devait se faire dans le plus grand secret. « Ne dites rien à personne », recommanda l'inspectrice. À midi, 3 véhicules banalisés se garèrent devant l'école. Pas de sirène, pas de bruit. Les policiers entrèrent discrètement, accompagnés d'un officier du ministère. Ils appelèrent Élie Quadio dans son bureau. L'homme arriva, le sourire confiant, sa Bible serrée contre sa poitrine. Mais lorsqu'il aperçut les insignes, son visage se figea. « Monsieur Quadio, vous êtes en état d'arrestation. » Le silence se fit dans la cour. Quelques élèves virent la scène de loin, stupéfaits. Dans les classes, les professeurs chuchotaient, incrédules. Tanti Mariam observait de la fenêtre, son cœur battant à tout rompre. Quand le directeur passa devant elle, menotté, il croisa son regard. Pour la première fois, elle ne baissa pas les yeux. Pendant que l'homme était interrogé, plusieurs filles, dont Mariama et Kadi, furent mises en sécurité dans une salle protégée. On leur demanda de raconter ce qu'elles avaient subi. Cette fois, leurs voix ne se perdirent pas dans le vide, elles furent écoutées, notées, enregistrées. Pour la première fois, on les croyait. Le soir même, une réunion d'urgence rassembla les parents. Certains éclatèrent en sanglots, refusant d'accepter la vérité. D'autres criaient leur colère. Mais au milieu des insultes et des incompréhensions, des voix s'élevèrent pour remercier Tanti Mariam. Elle a eu le courage que nous n'avons pas eu, souffla une mère en serrant sa fille dans ses bras. Le procès eut lieu quelques mois plus tard. Dans la salle d'audience, Élie Quadio gardait son air pieux, brandissant sa Bible comme un bouclier. Il clamait son innocence, parlait de complots, d'ennemis jaloux. Mais un à un, les témoignages des filles résonnaient, tremblants mais clairs. Leurs mots faisaient tomber ses masques. Quand le verdict fut prononcé coupable, condamné à une longue peine de prison, un silence solennel envahit la salle. Puis, des soupirs de soulagement s'élevèrent, des larmes coulèrent, des mains se serrèrent. Tanti Mariam ferma les yeux, murmurant une prière, « Merci Seigneur ». Dans les mois qui suivirent, elle rejoignit une commission pour la protection des enfants dans les écoles. Elle ne cherchait ni gloire ni reconnaissance, seulement la paix pour ses filles. Quant à Mariama, Kadi, Déborah et les autres, elles recommencèrent peu à peu à sourire. Elle savait qu'une femme avait osé briser le silence pour elle. Et grâce à ce courage, elle pouvait désormais marcher la tête haute.